Les mardis d'actualité vous sont proposés par KTO, La Vie et le Collège des Bernardins. Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau débat consacré à l'actualité de la présidentielle. Alors aujourd'hui, il sera question d'un thème sur lequel il y a bien souvent une vraie distance entre ce que l'on perçoit, ce que nous percevons tous et ce qui est réellement. Un thème pour le moins passionné, assez souvent instrumentalisé, en tout cas par les partis politiques, parce qu'il joue sur les peurs, sur la peur de l'autre. Je veux parler de l'immigration. Or, proposé, comme nous le faisons aujourd'hui, comme thème de débat, immigration, vrai et faux débat, voilà qui est ambitieux, car il sera aussi difficile qu'utile que de distinguer ce qui est un vrai débat et ce qui ne l'est pas. Nous allons en tout cas tâcher de relever ce défi avec nos 4 invités que je remercie par avance d'avoir accepté cette invitation et que je vous présente sans plus attendre, à commencer par François Soulages. François Soulages, vous êtes un économiste à l'origine, vous êtes quelqu'un qui s'est engagé longtemps dans le domaine de l'économie sociale et puis vous êtes depuis 2008 le président du Secours catholique Caritas France. À vos côtés, Guillaume Pelletier, étoile montante de l'UMP. Vous êtes secrétaire national de l'UMP chargé des études d'opinion et des sondages. Et vous soutenez évidemment Nicolas Sarkozy dans cette présidentielle, ça va sans dire. Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Vous êtes avocat, professeur de droit, un militant de longue date, et vous avez présidé de 2007 à 2009 l'association Désir d'avenir qu'avait fondée Ségolène Royal. Vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste. Vous soutenez donc François Hollande. Enfin, Daniel Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Daniel Garrigue, vous êtes député de la 2e circonscription de la Dordogne, non inscrit, mais vous soutenez la candidature de François Bayrou. Voilà. Et comme chaque fois, nous recevons pour commencer Olivia El-Kaïm. Olivia El-Kaïm, dont je rappelle qu'elle est responsable du service politique du magazine La Vie. Olivia, bonsoir. Bonsoir à ce plateau essentiellement masculin. Effectivement, vous êtes là pour changer un peu les choses. Alors, dans quelle mesure, Olivia, la campagne présidentielle est-elle bousculée par la terrible actualité des assassinats de Toulouse et de Montauban ? Alors, je voudrais dire d'abord que j'étais convaincue depuis le mois de janvier que les dernières semaines de cette campagne se joueraient sur le thème de la sécurité et de l'immigration. La crise économique semblait incontournable, l'Europe semblait tout aussi primordiale, les sujets de société tels que le mariage des homosexuels ou l'euthanasie l'étaient tout autant, comme nous l'avons vu dans les précédents débats que nous avons organisés ici même. Mais l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy sur le thème des valeurs, avec un discours clivant, très à droite, me laissait penser qu'on viendrait sur ce thème à un moment donné, qui est son thème de prédilection. En 2002, souvenez-vous, quelques semaines avant les élections, l'affaire Voise et la tuerie de Nanterre avaient déjà bouleversé la donne en plongeant la France dans la peur. Fin mars 2007, les émeutes de la gare du Nord avaient également favorisé le discours sécuritaire de Nicolas Sarkozy, autoproclamé candidat de la rupture et ex-ministre de l'Intérieur. Nous voilà donc à quelques semaines du premier tour de 2012 et les assassinats de Toulouse et de Montauban sont un fait politique majeur dans cette bien étrange campagne. Alors à qui ces drames, à quel candidat ces drames vont-ils profiter ? C'est difficile de le dire dès maintenant. François Hollande avait confié à des journalistes qu'il s'attendait à ce qu'un événement international bouscule la donne et son avance dans les sondages. Il s'agit en quelque sorte d'un événement international qui a plongé notre pays dans un puissant effroi, dans un état de stupéfaction dont nous ne pouvons pas encore connaître vraiment les conséquences. Il est certain que cet événement réactive une idée alimentée par la droite en matière de sécurité et d'immigration. La gauche serait laxiste, là où la droite serait ferme. Il est évident que Nicolas Sarkozy est là dans son élément, il maîtrise le sujet, peut se montrer sous le jour du président protecteur, plein de sang-froid dans un moment de crise, prenant les décisions, agissant. Mais Nicolas Sarkozy devra sans doute s'expliquer sur les failles de l'enquête, rendre des comptes sur son bilan de 10 ans en matière de sécurité, puis, dans les jours qui viennent, sans doute, s'exprimer sur l'économique et le social, chiffrer son programme. Je voyais cet après-midi un sondage BVA qui montre aujourd'hui même que le pouvoir d'achat et le chômage restent tout de même la priorité des Français. Enfin, quant à Marine Le Pen, elle fait désormais campagne sur l'affaire Mera.
Je la cite, ouvrez les guillemets. « Combien de Mohamed Merah dans les avions et les bateaux qui arrivent chaque jour en France ?» Fermez les guillemets. C'est ce qu'elle a dit dans un meeting dimanche. Faut-il rappeler que Mohamed Merah est né français en France, qu'il est un enfant de notre République, de notre société, de nos dérives et de nos écueils. Alors justement, Olivia, qu'est-ce que le parcours de cet extrémiste nous dit de la société française? Alors, il y a une interview de François Bayrou qui a particulièrement attiré mon attention 2 jours après la tuerie devant cette école juive. C'est une interview qui a suscité de nombreuses critiques et pourtant, il disait une chose simple et forte, il faut cesser d'attiser les passions noires. Ces drames s'inscrivent dans une société où les politiques ont laissé prospérer l'intolérance, voire l'ont engendrée. Polémiquer sur le halal, le nombre d'étrangers, l'identité nationale, diviser les Français, sans se préoccuper des banlieues à l'abandon, des ghettos sur lesquels ni l'école, ni la police, ni les services sociaux n'ont plus de prise, c'est dangereux. Ce sera peut-être en débat ce soir. Pour conclure, je voudrais vous inviter à penser aux victimes de ce terroriste, à leur visage. Nous n'en finirons pas de dire le Kaddish pour ces êtres assassinés, car ils ont des familles qui, de génération en génération, porteront le fardeau de ces destins. Notre pays tout entier, et pas seulement leurs familles, pas seulement leurs proches, en portera aussi le poids. Comme le dit le psychanalyste Gérard Haddad, ces morts projettent sur nous la lumière des astres éteints. J'espère que cette lumière nous guidera dans la nuit. Bonne soirée. Merci Olivia, merci pour cette chronique. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Alors, sans transition, immigration, vrai, faux, débat. Moi, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que l'immigration contribue à déstabiliser le pacte républicain, la cohésion sociale. Alors, question concrète. Pour commencer, accueillons-nous trop d'étrangers? Faut-il réduire les flux migratoires? Le peut-on réellement? Guillaume Pelletier, on vous écoute pour commencer. Oui, il faut réduire les flux migratoires. L'immigration est évidemment un atout et en même temps peut-être un problème si elle n'est pas maîtrisée. Encore plus en période de crise. On accueille aujourd'hui entre 180 000 et 200 000 étrangers légaux sur le territoire chaque année. Et moi, je le vois, par exemple dans ma circonscription à Tours, on a tous une responsabilité. Que dire alors qu'on a des millions de chômeurs, des millions de pauvres dans notre pays, qu'on a des problèmes de pénurie de logement? Que dire aux étrangers de France et aux Français de France si on n'est pas capable de maîtriser nos flux migratoires? La priorité des priorités, c'est de trouver des solutions pour celles et ceux, et ce n'est pas une question de préférence nationale, hein. J'ai bien parlé des étrangers de France ou des étrangers de France, d'accorder et de trouver des solutions dans la vie quotidienne à celles et ceux qui sont sur le territoire national. Parce que c'est bien de parler du lointain, mais il faut aussi savoir parler du prochain, et que le prochain, c'est celui qui est à côté de nous et qui nous pose des questions et qui nous met devant nos responsabilités. Jean-Pierre Mignard, est-ce que c'est vrai, comme vient de le dire Guillaume Pelletier, que nous ne parvenons pas en France à contrôler les flux migratoires? Écoutez, je pense quand même qu'on les contrôle, parce qu'il faut simplement regarder, pas faire une bataille de chiffres, mais je vois qu'en 1995, il y avait effectivement 76 663 immigrés. Nous sommes aujourd'hui à 182 000. Alors c'est vrai que sur cette période, on peut dire qu'il y a une augmentation importante. En 2011, nous sommes à 161 000, puis vous voyez, aujourd'hui on est à 182. Et sur les 10 années qui vont être celles notamment où, par exemple, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, puis président de la République, on reste à un chiffre à peu près stable. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les discours, et puis il y a d'autre part l'immigration telle qu'elle est, et telle qu'on s'accorde à ce qu'elle soit. Oui, mais enfin, pendant ces 10 ans, Nicolas Sarkozy a été à des postes majeurs en matière effectivement d'accueil de l'immigration ou de refus de l'immigration. Et donc je constate qu'on s'est effectivement tout à fait accordé avec cette stabilité du chiffre. C'est la première chose. Deuxième chose, je ne crois pas que ce soit l'immigration, je vous le dis, qui soit la cause des problèmes dans ce pays, parce que si vous dites que l'immigration est un problème, il faudrait peut-être un problème si elle n'est pas maîtrisée. Peut-être, si elle n'est pas. Donc vous êtes quand même extrêmement prudent, Guillaume Pelletier, vous êtes extrêmement prudent, vous avez raison d'être extrêmement prudent, parce qu'il faudrait effectivement expliquer en quoi les immigrés sur place sont susceptibles de prendre le travail d'autres personnes qui seraient candidats et qui seraient évincés. Je continue. Et deuxième chose, vous oubliez quand même un aspect qui est majeur et qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies, et puis peut-être, j'ai volontairement pris un document de la Fondation Robert Schuman, parce que je me suis dit, si je prenais Jean Jaurès, vous allez me dire, vous me sortez votre propagande. Alors, je lis.
l'immigration est devenue le principal moteur de la croissance démographique dans l'Union européenne. Alors, donc là, voilà un aspect positif. Vous qui êtes sensible à la démographie, nous tous ici, voici un aspect très positif de l'immigration. Daniel Garrigue, sur la réalité de ces flux migratoires en France. Écoutez, moi, je pense d'abord que nous sommes un pays, la France, un pays d'immigration, et que tout le XXe siècle en particulier, on a eu des vagues successives d'immigration dont notre pays avait absolument besoin. Et je pense qu'il y a des forces qui jouent dans le sens de l'immigration, parce que d'abord, nous attirons, c'est évident, des gens de l'extérieur qui sont confrontés à des situations de misère. Et notre histoire extraordinaire. le justifie. Et notre histoire. Et puis, c'est vrai qu'en France même, on fait appel. Je suis dans une région, par exemple, à dominante agricole, viticole. On fait volontiers appel à la main-d'œuvre immigrée. Donc, on a besoin effectivement d'une régulation. Parce que c'est vrai que ces mouvements, on a quand même besoin de les contrôler, de les réguler. Mais ce que je n'accepte pas, c'est la dramatisation qu'on fait autour de l'immigration et cette instrumentalisation qui se développe régulièrement, surtout quand on arrive près de certaines échéances. On a eu l'affaire des Roms, on a eu l'affaire des Tunisiens, 30 000 Tunisiens qui sont arrivés sur l'île de Lampedusa au moment du printemps dans le monde arabe. On a eu, et on a maintenant cette affaire de Schengen, alors que je rappelle, Schengen a quand même été modifié précisément en juin 2011 à la demande de la France. Donc je pense qu'il y a une instrumentalisation qui est extrêmement dangereuse, et je pense qu'en réalité, le vrai problème, c'est celui de l'intégration. Et que réussir l'intégration, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce sens-là et qu'on ne fait pas aujourd'hui. Je pense que c'est là la véritable question et c'est là la véritable bataille. François Soulages, je l'ai dit, il y a sur ce thème le ressenti et la réalité. Il y a donc quand même à faire droit, parfois, à un sentiment chez certains Français d'être envahis par des personnes de cultures très différentes. Les évêques de France, dans leur déclaration préalable à la campagne présidentielle, l'ont eux-mêmes évoqué en disant « il est un fait que certains Français peuvent se sentir dans une situation de minorité là où ils vivent ». Mais vous parlez à quelqu'un qui connaît bien cette situation, puisque moi j'habite à Nanterre où je suis né. D'ailleurs, au passage, ça me fait un peu curieux parce que le 27 mars 2002, mon fils était présent au conseil municipal de Nanterre lors de la fusillade et il a été blessé à cette occasion. Et je rappelle que Richard Durd n'était pas un immigré. Il était un bon Français. Il a même été militant dans quelques organisations politiques. Donc là aussi, je crois qu'il faut être prudent sur ce que l'on dit. Les circonstances sont à peu près les mêmes et tout d'un coup, on dirait que Mohamed Merah, étant un immigré, pose des problèmes. Richard Durd ne l'était pas. Je voudrais le redire, c'est important. Oui, à Nanterre, oui, bien sûr, le ressenti, il existe. Dans une commune comme la mienne, mais je rejoins ce qu'a dit monsieur Garrigue, dans une commune comme la mienne, j'ai 3 quartiers dans lesquels les écoles, 40 ans après que les immigrés soient venus, et quand je dis 40 ans, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y a beaucoup de gouvernements qui sont passés, il y a 3 écoles dans lesquelles la très grande majorité des élèves ont des parents qui ne parlent pas le français. C'est l'échec de l'intégration. Ça, oui, que le ressenti, il existe. Mais en même temps, dans les rapports au Parlement, on voit que la population, ce qu'on appelle le stock de titres de séjour, n'augmente pas. Parce que s'il y a chaque année des entrées, il y a aussi des sorties. Le stock n'augmente pas. À fin 2003, il y avait 3 423 000 titres de séjour. À fin 2009, on était même à 2 900 000. Et c'est, alors, la petite baisse, c'est les gens de l'Union européenne. Mais le stock n'augmente pas. Je crois qu'il faut aussi... donc, le ressenti, oui. Des questions de défaut d'intégration, oui. Parce que ces personnes, ces populations sont venues chez nous il y a maintenant entre 40 et 50 ans. Elles ont été accueillies. Elles ont eu des enfants. Leurs enfants sont devenus français. Et nous les avons laissés tomber. C'est ça qui est la vérité. C'est qu'en fait, on n'a pas fait les efforts suffisants pour les intégrer complètement. Alors aujourd'hui, ça nous revient en boomerang dans certains quartiers, dans certaines situations difficiles, dans ce qu'on appelle un peu rapidement les ghettos. Là, oui, il y a un problème, en effet. Mais prenons-le tel qu'il est. Et attention, le problème, c'est pas l'immigré. Et chez moi à Nanterre, c'est ça. C'est le fils ou le petit-fils de celui qui est venu il y a 50 ans. Il est français déjà quelquefois depuis 2 générations. Mais alors, il n'est toujours pas intégré. Les ghettos en question, les ghettos communautaires. Vous n'aimez pas l'expression, mais enfin, ça désigne quand même des réalités. Si, les ghettos communautaires. On peut le dire comme ça. Alors, est-ce qu'ils ont leur place dans la campagne ? Est-ce qu'on a entendu
chez vos candidats des paroles d'espoir pour que, enfin, une forme de mixité sociale puisse s'installer, pour qu'on ne parle plus de zone de non-droit, pour que les trafiquants soient mis là où ils doivent être mis, c'est-à-dire hors de portée de nuire. Enfin, est-ce que, messieurs, sur le plan de la mixité sociale et du combat contre les ghettos communautaires, on peut espérer, à l'issue de cette consultation électorale, que quelque chose va bouger ? Votre silence serait le malvenu. Allez-y. Écoutez, moi dans ce que défend les idées qu'affirme François Bayrou, que je soutiens, je vois plusieurs idées qui me paraissent aller dans cette direction. Il y a une première idée à laquelle il attache beaucoup d'importance, puisque vous le savez, il attache beaucoup d'importance à l'éducation. Instruire, c'est un des volets essentiels de son programme. Et c'est l'idée que le préalable à tout, c'est l'appropriation de la langue française. Et je dirais, ça vaut pour l'ensemble des petits Français, oui. Et je dirais, ça vaut aussi particulièrement pour les enfants issus de l'immigration. Je me suis trouvé, quand je suis arrivé, je suis devenu maire de ma ville, Bergerac, devant une école où 85% des enfants étaient issus de l'immigration. Et avec l'inspectrice de l'éducation nationale, nous avons décidé de fermer cette école et d'engager une expérience de busing à l'image de ce que Kennedy avait fait aux États-Unis sur le programme noir. Et donc, ces enfants, on les a répartis dans les autres écoles de la ville. Vous avez dit à Bergerac ? À Bergerac, où on a quand même 10 à 12% des habitants qui sont issus de l'immigration. Et on a réparti ces enfants dans toutes les écoles de la ville. Et je dois dire que ça a eu pour conséquence le fait que ces enfants, d'abord, se sont appropriés la langue française beaucoup plus tôt et dans les mêmes conditions que les autres enfants. L'éducation, ça me paraît déjà être un facteur absolument primordial. Deuxième facteur, la lutte contre les trafics. C'est évident, il faut lutter énergiquement contre les trafics. Et puis il y a un troisième facteur, je crois qu'il faut en dire un mot, parce que c'est un des grands principes de la République, c'est la laïcité. Et je crois que la laïcité, c'est deux idées fortes. C'est la séparation des églises et de l'État, mais c'est aussi la liberté des cultes. Et il faut absolument, parce que je pense qu'une grande part du débat, ça porte pas seulement sur l'immigration, ça porte aussi sur l'aspect religieux et sur l'intégration de l'islam dans notre pays. Je pense qu'il faut absolument que sur le fondement de la loi de 1905, on sache faire sa place à l'islam, qui est aujourd'hui une des grandes religions dans notre pays. Ça suppose un dialogue. Une des difficultés qu'on a souvent, c'est la difficulté d'avoir des interlocuteurs du côté de l'islam, parce qu'il y a des interlocuteurs de très haut niveau et de très reconnus à l'échelle nationale, mais dans un certain nombre de régions, c'est plus difficile. Vous pensez que l'islam de France ne bénéficie pas d'assez de place dans notre société et que c'est cela qui favorise des formes d'extrémisme? Je ne dis pas qu'il a assez de place, mais je dis le principe de la liberté des cultes, qui est le second volet de la loi de 1905, il faut qu'il puisse se réaliser pratiquement, et il faut qu'on trouve le modus vivendi. Ça s'est fait pour toutes les autres religions, entre la République et l'islam. Et ça passe beaucoup par le dialogue avec les représentants du monde de l'islam en France. Alors Guillaume Pelletier, Nicolas Sarkozy a dit que la gauche avait abandonné les quartiers. C'est violent, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, et qu'est-ce qu'il compte faire encore ? Lui, il a fait beaucoup. D'abord, sur la rénovation urbaine avec Jean-Louis Borloo, c'est 45 milliards d'euros investis pour la restructuration et le soutien au quartier, à l'éducation, à l'urbanisation, etc., depuis les 5 dernières années. Mais moi, alors, je suis peut-être minoritaire sur ce plateau parce que je considère, et je dis ça avec beaucoup de respect, que vos positions incarnent la vieille politique. C'est-à-dire, ce qui me marque beaucoup sur la question de l'immigration, et il n'est pas question évidemment de stigmatiser qui que ce soit, et certainement pas l'immigré. Moi, je parle des politiques d'immigration qui ont été menées ces 30 dernières années. Moi, j'ai lu la doctrine sociale de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, et c'est extrêmement clair. Il y a un droit des peuples à maîtriser leurs flux migratoires et à maîtriser leurs frontières. Oui, il y a aussi l'accueil inconditionnel de l'immigré, qui est un droit fondamental. Et il faudrait prendre un peu de hauteur. Premièrement, s'attaquer aux causes. Personne dans sa vie ne souhaite être déraciné, à quelques exceptions près. Et nous avons une énorme responsabilité, nous tous, et surtout ma nouvelle génération, ma génération, de porter au niveau européen une vraie politique de co-développement avec les pays du Sud. Je pense que c'est un des sujets fondamentaux de la politique d'immigration de demain dans toute l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je l'ai dit et je le répète,
le droit fondamental des peuples, et en particulier du peuple français, à maîtriser ces flux migratoires, en particulier en période de crise, parce que 200 000 étrangers chaque année qui rentrent de manière légale, chaque année, c'est-à-dire 2 millions sur 10 ans, c'est beaucoup trop, et ça nous empêche de trouver des solutions précises pour les immigrés qui sont déjà sur notre territoire et qui, moi, font appel à ma responsabilité. Dans mes quartiers populaires, quand les immigrés viennent me voir en disant « Monsieur Pelletier, et notre travail, et notre logement, et mes enfants, et l'éducation, et l'apprentissage de la langue française », qu'est-ce que je leur réponds ? Moi, ils veulent qu'on trouve une solution pour eux, ici et maintenant. Et moi, j'ai une responsabilité, c'est de leur dire oui, mais à ce moment-là, il faut qu'on maîtrise les flux migratoires. Et puis, troisièmement, et je suis assez d'accord pour le coup avec M. Garrigue sur les solutions, l'éducation est un enjeu central. J'ai été professeur d'histoire-géographie dans un collège et un lycée public, c'est essentiel, et ça nous permet en plus de faire le lien avec cette deuxième mesure qui est la laïcité, qui est sans doute le bien le plus précieux, qui est un trésor national. La laïcité qui, je le rappelle, n'est pas la disparition du religieux, mais la distinction entre le temporel et le spirituel, qui est un trésor que nous devons porter en France et que nous devons affirmer au quotidien, jour après jour, en particulier dans les quartiers populaires, où nous connaissons des dérives communautaires qui ne touchent qu'une minorité de minorités, mais qui abîment le pacte républicain. On l'a vu avec les horaires spécifiques dans les piscines entre les hommes et les femmes, et c'est insupportable. On l'a vu avec les revendications liées au halal. On le voit avec les questions liées à la polygamie. On ne peut pas mettre ces sujets sous le couvercle ou sous le tapis, parce que c'est faire le jeu, ensuite, des extrémismes, et c'est notre responsabilité, d'hommes et femmes attachés à la République, que de dire les choses. Et on défendra un islam de France solide si on est capable de dénoncer, de pointer les dérives. Et j'en finis et j'en conclus avec une idée, ça m'a beaucoup marqué hier. Le CFCM est une bonne idée, Conseil français des représentants des musulmans. Mais j'aimerais bien l'entendre, en particulier depuis hier, avec la polémique liée à l'UOIF, qui a voulu faire venir pour son congrès de la semaine prochaine un prédicateur qui, je le rappelle, quand on regarde précisément ses déclarations des 10 dernières années, qui voulait donc venir prêcher devant des dizaines de milliers de musulmans en France lors du congrès de l'UOIF la semaine prochaine, qui disait que la Shoah était un châtiment divin, qui revendiquait le droit pour un homme de frapper sa femme à la condition qu'on ne lui touche pas le visage, qui parlait de la nécessité de conquérir l'Europe, non plus avec les armes et avec l'épée, mais avec les idéologies et les prédications. Nous avons et nous devons, et c'est tout l'objet de la politique de Nicolas Sarkozy, affirmer haut et fort l'autorité de l'État et les valeurs de la République sans transiger. Jean-Pierre Mignard, il y a un homme politique socialiste qui s'appelle Michel Rocard qui a fait consensus lorsqu'il a dit que la France ne pourrait pas accueillir toute la misère du monde. À condition de prendre sa part. C'est ça, à condition de prendre sa part. Oui, à condition de prendre sa part. Il faut citer in extenso cette phrase, alors, donc elle est importante. Évidemment, à condition de prendre sa part. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, le pays pourrait accueillir des foules qui se presseraient aux frontières. Et d'ailleurs, la question n'est pas là. Ce n'est pas d'ailleurs du tout comme ça que se présentent les choses. D'abord, la première question, c'est de savoir effectivement que les gens qui se présentent et qu'on accueille puissent être effectivement accueillis dans des conditions qui soient conformes aux droits et à la dignité humaine. C'est la première des choses. Donc, s'il y a un critère que nous devons nous fixer, c'est effectivement celui de la qualité de l'accueil, plutôt que d'avoir effectivement quelquefois des politiques qui n'y ont peut-être pas tellement réfléchi. Mais je voudrais permettre quand même d'indiquer, sauf à ce que vous me démentiez, Guillaume Quelquet, qu'il me semble que depuis 10 ans, ce ne sont plus nous qui gérons les politiques publiques en matière d'immigration. Ce n'est pas la gauche. Donc lorsque vous êtes très critique, je vous écoute, et quelquefois vous avez raison de l'être, ça ressemble à une autocritique. Alors je l'accepte. Ce qui montre votre distance et vos qualités, intellectuelles. Je vous salue. Sur soi-même, voilà. Mais sur l'immigration. Je continuerai plus. Une parenthèse. Allez-y, petite. Très court. Petite. L'immigration légale a baissé en 2011 de 15%. C'est la première fois depuis 30 ans, à l'initiative de Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Les expulsions de clandestins qui étaient de 8 000 par an sous Lionel Jospin il y a 10 ans sont montées aujourd'hui à 30 à 35 000. Donc on est plus ferme en matière d'immigration qu'il y a 10 ans. Mais encore du travail. Vous intégrez Mayotte, etc. Dans toute non, ce c'est les chiffres officiels du rapport parlementaire. Et les 12 000 Roumains qui font l'aller-retour et qui d'ailleurs bénéficient quand même de cette aide-là, qui nous coûte quand même excessivement cher. Donc je suis pas sûr. Non, moi je vais vous dire, je ne trouve pas, et je le regrette, que Nicolas Sarkozy ait permis qu'on jette un œil de sympathie, de solidarité sur les quartiers. Je trouve que c'est
Ces attitudes, ces propos, quelquefois, ont été brusques, ont été téméraires. Et pour avoir moi-même été l'avocat des familles, des gamins de Clichy-sous-Bois, puis ensuite de Villiers-le-Bel. Une fois d'ailleurs, lorsque j'avais rencontré le président de la République pour la deuxième fois à l'Élysée, je lui ai dit, dans 4 morts entre nous, cet homme n'était pas heureux d'avoir des morts, hein, qu'on soit bien clair. Mais quand même, des politiques d'ordre public qui ont été menées en dépit du bon sens, des politiques de relégation des quartiers, ça c'est la vieille politique, Guillaume Pelletier. Donc comment est-ce que l'on fait? C'est compliqué, c'est très compliqué. Il va falloir en effet une politique, comme nous le proposons, ardente sur la question du logement social, en effet. Deuxièmement, il va falloir aider les gens à défendre leurs droits quand effectivement ils sont, je vois des copropriétés, des pauvres gens qui sont en copropriété à Clichy-sous-Bois avec des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, des personnes âgées qui attendent effectivement 3 jours des fois dans des voitures parce qu'un ascenseur ne fonctionne pas et qu'elles sont obligées d'attendre, des situations qui sont absolument épouvantables. Alors il va falloir aider les personnes sur le plan juridique, il va falloir refaire le logement social. Excusez-moi, mais sur le plan de l'éducation nationale, il va falloir des enseignants et en tout cas il ne faudra pas fermer les classes. Ensuite, il faudra certainement permettre à la société de jouer un rôle. Je ne sais pas comment vous avez fait vous avez peut-être. Est-ce que vous avez eu des leçons particulières quand vous avez été enfant, quand vous avez été adolescent? Est-ce que vous avez des leçons particulières? Ah non, mes parents étaient des gens très modestes. Non, j'ai fait collège, lycée public. Alors vous êtes très bien parce que la moitié des lycéens, un gros tiers des lycéens reçoivent à un moment ou à un autre de leur scolarité des leçons particulières. Comment est-ce que l'on aide particulièrement les gamins qui sont les gamins des quartiers? Ce qu'on fait du Luc Châtel et Nicolas Sarkozy sur les décrocheurs, les 150 000 chaque année. Ça, vous savez bien que c'est massivement insuffisant et que ça passe effectivement, en tout cas, par le maintien des classes et par un surcroît d'enseignants. Je pense qu'il faudrait sur ce point être imaginatif et demander notamment à la société de s'organiser, de se mobiliser pour venir effectivement en aide scolaire à des gamins qui effectivement ont des parents qui quelquefois sont en grande difficulté vis-à-vis de la langue, en grande difficulté sur le plan de la culture. Il y a dans ce pays un nombre considérable de retraités qui sont des gens de très haut niveau, de très bonne qualité, qui pourraient donner du temps, si on savait les mobiliser, pour effectivement faire de l'aide au rattrapage scolaire. Et ça se passe dans les municipalités qui ont... Ça se fait très peu et en tout cas, il faudrait pour cela que l'on lance un regard de bienveillance sur les quartiers et non pas ce regard qui est celui qui a été instillé depuis je ne sais combien d'années, qui est attention, c'est la méfiance, c'est le danger, ce sont des populations qu'on ne contrôle pas, le trafic. Bien sûr qu'il y a des problèmes d'insécurité et d'ordre public, c'est évident. Mais je vous fais quand même remarquer une chose, et je vais répondre à Mme Elkaïm tout à l'heure dans son intervention. Regardez, on a un drame majeur, avec Toulouse, avec Montauban. Eh bien, ce pays réagit bien. Malgré l'ensemble des populations qui le composent, il réagit bien. Je vois une manifestation en Seine-Saint-Denis avec l'imam de Drancy et avec le grand rabbin. Je vois les mêmes, effectivement, à Toulouse. Est-ce que vous avez vu, effectivement, des quartiers s'insurger, se dresser les uns contre les autres? Non. Ce pays, dans sa masse, a bien réagi et avec beaucoup de dignité. Alors, ne créons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Daniel Garrigue. Oui, moi j'ai entendu j'ai entendu M. Pelletier. Je vais pas être très long, mais d'abord je voudrais dire que l'action qui a été menée en matière d'intégration et d'action sur le terrain dans les banlieues a été extraordinairement décevante depuis 5 ans. Vous parlez du programme ANRU. La loi ANRU, elle a été votée en 2005. Vous parlez de Jean-Louis Borloo, ça a été une loi très importante, effectivement, ce qu'on a appelé un temps démolition-reconstruction, mais l'État, curieusement, se désengage de plus en plus financièrement de la mise en œuvre de cette loi. Et le plan Espoir banlieue a été malheureusement une profonde déception, malgré la volonté de Fadela Amara, qui effectivement s'était impliqué très fortement dans cette entreprise. Mais je crois qu'au-delà, parce que je pense qu'il faut reprendre toutes ces choses-là en direction des banlieues. Mais je pense qu'au-delà, le problème des personnes qui sont issues de l'immigration, je pense qu'il, pour elles, il y a aussi un problème de reconnaissance et de représentation dans notre société. À la fois de représentation, je pense en particulier aux emplois publics, je pense que c'est très important qu'il y ait des gens issus, on parle beaucoup de la diversité, mais qu'il y ait beaucoup plus de gens issus de l'immigration qui puissent occuper, et pas seulement des postes dans les bas échelons, mais des postes de responsabilité dans nos administrations, dans nos emplois publics. Et je pense que c'est très important aussi qu'ils accèdent aussi à la représentation politique et qu'ils soient beaucoup plus présents
dans nos formations politiques. Moi, je vois à l'Assemblée nationale, excusez-moi de le dire, il y a combien de personnes, combien de députés qui sont issus de l'immigration récente, pratiquement. Il n'y en a pas. Il est urgent qu'ils aient, et ça, je dirais, ça concerne toutes les formations politiques. Pour le coup, Nicolas Sarkozy, avec Rachida Dati, Jeannette Bougrab, Salima Saha, a mis en avant et en valeur un certain nombre de personnalités. Pas parmi les parlementaires. Nous écoutons François Soulages. Je rappelle qu'il est président du Secours catholique. Nous, ce que nous recevons dans les 2700 lieux d'accueil du Secours catholique, c'est à plus de la moitié des gens issus de l'immigration. Ce que nous voyons, c'est des gens d'une extrême dignité, dans une pauvreté et dans une difficulté d'intégration considérable. Et nous souffrons de voir que, parce qu'un petit nombre dérive, parce qu'un petit nombre, et ça c'est lié, vous l'avez raison, au phénomène communautariste dans certains ghettos, donne de l'ensemble de cette population issue de l'immigration, qui ne sont pas des immigrés, une image qui est une image négative. Or, ils sont comme les autres Français. Ce sont des gens, alors pour une partie d'entre eux, ce sont des gens qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur famille. Ils ont été chassés par le climat. Actuellement, on a des Érythréens. Savez-vous que c'est la plus grande dictature du monde, la plus importante, la plus dure. Les Éthiopiens, les Sahéliens chassés par la sécheresse. Et on va voir arriver des Maliens chassés par Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens qui sont en extrême détresse. Et je rappelle que le Code de l'action sociale, c'est pour moi qui le dis, le Code de l'action sociale parle de l'accueil inconditionnel des personnes en détresse. Et voyez-vous, Monsieur Pelletier, je ne lis pas comme vous l'enseignement social de l'Église. L'enseignement social de l'Église nous dit que nous devons d'abord accueillir de manière inconditionnelle toute personne en détresse. Or, la situation dans laquelle on met aujourd'hui, notamment des gens qui sont sans papier, sont très souvent des gens en détresse. Alors, je ne dis pas qu'il faut ouvrir les frontières. Je dis simplement que les gens qui sont ici, en France, et pour des raisons qui sont des raisons qu'ils n'ont pas choisies, la plupart du temps, là encore, soyons attentifs, la plupart du temps, ils n'ont pas choisi. Il y a en France probablement 400 000 personnes sans papier. Il y a 2 900 000 personnes nées à l'étranger et qui sont étrangers. Donc là encore, attention à ce dont on parle. Il y a bien 400 000 personnes qui sont sans papier. Je vous signale que parmi les gens qui sont sans papier, il y a un certain nombre de personnes qui sont provisoirement sans papier, simplement parce qu'elles ont eu un recours sur le droit d'asile qui a été rejeté et qu'elles sont sans papier le temps qu'on trouve une nouvelle manière de le présenter. Et puis, il y a des gens qui sont chez nous avec des papiers. Je voudrais insister sur ce point parce que pour nous, ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. Ils sont chez nous avec des papiers puisqu'ils sont demandeurs d'asile et qu'ils ont déposé leur demande. Simplement, la demande, elle met 21 mois avant d'être obtenue. Et pendant 21 mois, ils n'ont pas le droit de travailler. Que croyez-vous qu'ils deviennent? Et ça fait beaucoup de monde, puisque l'année dernière, il y a eu plus de 60 000 demandes d'asile. Alors à 21 mois en moyenne, ça vous fait en gros 110 000 à 120 000 personnes qui sont actuellement avec des papiers et qui n'ont pas le droit de travailler. C'est énorme. Même chose, on a des Roumains. On parle beaucoup du problème des Roms. Je vous rappelle que les Roumains sont européens. Ils sont dans l'Europe. Mais oui, ils sont européens. Simplement, avant le 1er janvier 2014, ils n'ont eux-mêmes pas le droit de s'établir, c'est-à-dire pas le droit de travailler. Qu'attendons-nous pour leur donner le droit de travailler, c'est-à-dire de vivre normalement? Ils sont là, ils sont européens, ils viennent pour 3 mois, on les renvoie chez eux, ils reviennent, ils ont le droit. Donc on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder toutes ces situations. Et nous, des Roms, nous au Secours catholique, on en voit et on en voit beaucoup. Et je peux vous donner de multiples exemples. Pas très loin d'ici. Moi, j'ai visité il n'y a pas longtemps le village d'insertion des Roms d'Aubervilliers et ceux de Saint-Denis. Nous avons des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de s'implanter chez nous, de se former, de pouvoir scolariser leurs enfants. Alors, arrêtons de nous opposer les uns aux autres. Nous sommes dans un monde ouvert. Il y a 3 millions de Français à l'étranger. Il y en a 200 000 qui quittent notre pays chaque année, autant que ceux qui reviennent. C'est pour ça que le stock ne bouge pas. Donc, essayons de raisonner sainement. Est-ce que le droit de vivre, normalement, il est réservé à certains et pas à d'autres? Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Dimanche dernier, à Notre-Dame, la conférence de Carême était consacrée à la question du migrant. Et Monseigneur Dubost, évêque d'Ivry, a dit 3 choses, notamment, je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Il a dit le problème que pose l'immigration, c'est le problème de la confiance en soi, que la nation a ou pas. C'est que tenir à notre culture ne l'empêchera pas de mourir un jour, ce que j'ai trouvé assez
assez rude comme parole. Et enfin, nous ne sommes pas propriétaires exclusifs de notre terre. Ça vous choque d'entendre des paroles comme ça, ou ça vous paraît à côté du sujet, ou au contraire de nature à nous faire évoluer quant au regard que nous portons sur les immigrés? Ah non, mais moi, l'avantage c'est que rien ne me choque. Moi, je suis totalement décomplexé et chacun a le droit d'émettre ses positions. Moi, je crois quand même, et je le dis, et c'est ma conviction, qu'on ne peut s'ouvrir au monde avec audace et enthousiasme, ce qui est mon tempérament, que si on est fier de là où on vient et de ses racines, et que pour moi, la France est un pays, évidemment, avec des racines judéo-chrétiennes dont je suis extrêmement fier et qu'il nous faut affirmer en permanence. Je dirais même que la France est une république laïque de tradition chrétienne, et tous les mots ont pour moi leur importance. La République, la laïcité et nos traditions, nos racines chrétiennes, c'est extrêmement important, et il ne faut pas les minorer ou les mettre de côté. Qu'il faut respecter. Chaque religion a le droit de s'exprimer et de se vivre en dignité et en liberté. Et en même temps, il nous faut affirmer, c'est un combat quotidien, les valeurs sur lesquelles nous ne souhaitons pas et nous ne voudrons jamais transiger. Et pour moi, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur fondamentale de notre société, de nos démocraties, valeur qui est parfois abîmée dans les quartiers, régulièrement abîmée. Il n'est qu'à regarder le fameux rapport Stasi, qui était passionnant à cet égard, qui avait beaucoup auditionné des jeunes filles des quartiers et qui souffrent profondément de ces situations. Donc, non, ces questions sont légitimes. Pour clore cette séquence, ce qui est étonnant quand on débat sur ces sujets-là, quand quelqu'un dit, de manière apaisée, je pense, souhaiter revendiquer le droit de maîtriser les flux migratoires et l'immigration, il est toujours accusé de s'en prendre à l'immigré. Moi, je ne m'en prends à personne. Il n'est pas question de faire des différences. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. J'ai vécu dans un HLM pendant 20 ans avec des parents modestes. Il y avait 40 nationalités dans mon immeuble. C'était mes amis de tous les jours. Donc, pour moi, ce n'est pas des différences. C'est de dire que si on veut protéger en particulier les immigrés qui sont chez nous, il nous faut maîtriser les flux migratoires et arrêter de subir les politiques d'immigration. Quand est-ce que l'Europe, plutôt que de nous pondre des directives sur le volume des chasses d'eau, la taille des saucisses, parce que c'est ça aujourd'hui la Commission de Bruxelles, se préoccupera de la grande question de l'immigration, du déracinement et des politiques vis-à-vis des pays du Sud? C'est ça l'enjeu clé et c'est ça notre responsabilité vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est ça, à mon avis, la politique nouvelle, moderne, révolutionnaire vis-à-vis de l'immigration. Alors Jean-Pierre Mignard d'abord. Oui, ce qui me gêne, vous voyez, je vais vous dire ce qui me gêne dans votre discours, c'est que insensiblement, nous glissons. C'est-à-dire que nous parlons de la question, nous parlons des immigrés, puis de manière subliminale, l'islam est venu. Monsieur Garrigue en a parlé avant moi. Non, mais je ne parle pas à M. Garrigue, je parle à vous. Voilà, je mais parle à vous. Je dis. Et donc, insensiblement, c'est lié. On est venu à la question de l'islam. Vous savez, il y aura des immigrations. Il n'y a pas de lien entre immigration et l'islam. Il y aura des immigrations qui vont venir de partout dans le monde. Parce que je crois, là où vous êtes vraiment vieille politique, vous êtes très sympathique, mais très old-fashioned. Pardonnez-moi. Mais vous allez dans les quartiers, monsieur? Oui, mais franchement, je pourrais vous en apprendre. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème entre l'islam et l'immigration? Non, je pourrais vous en apprendre sur les quartiers, malheureusement, et j'en ai aussi appris de la conduite politique de l'ordre public par votre candidat. Mais je vais maintenant être plus précis. D'abord, la France. Vous parlez de l'identité de la France. La France, vous savez, elle est celte, elle est gauloise, elle est romaine, elle est chrétienne, elle est juive, elle est de la France des Lumières, et elle, maintenant, son dernier surgeon, ça va être la France, ça va être aussi la France musulmane, et tout ça, c'est l'arbre français. Je le dis en tant que catholique, vous voyez, ça ne me dérange pas, effectivement, d'accepter cette mosaïque française. C'est pas du contraire. Non, vous insistez un peu sur... Nos racines. Voilà. Nos racines ne sont pas musulmanes. Elles sont multiples, les racines. Non, mais alors mettez donc, elles sont gallo-romaines, elles sont celtes aussi. Si vous voulez aller dans l'histoire, allons jusqu'au bout. C'est pour ça que vous avez des drôles de choses, quand même, dans votre discours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, vous voyez, ce qui est moderne dans le monde d'aujourd'hui, c'est la liberté d'aller et de venir. C'est la grande liberté de circulation. Mais c'est là où vous êtes vieux. Ce sont les racines qui permettent de s'ouvrir au monde. Vous ne voyagez jamais, vous. Manifestement, oui, c'est vrai que vous êtes un peu hexagonal. Je trouve même un peu cantonal. Ah non, j'étais en Chine avec Nathalie Kosciusko-Morizet en voyage, vous savez. Si vous voyagez avec Nathalie, formidable. Mais le problème de vos partis politiques, de votre génération politique, c'est que vous refusez nos racines. Laissez-moi... Mais bien sûr. Je vous en supplie. Ne parlez pas des racines. Je veux dire, j'ai autant de racines que vous. Je suis bourguignon depuis la je ne sais combien de générations. Ça ne va pas faire avancer le débat.
je veux dire, voilà, très bien. Ce que je veux dire, la question n'est pas la question des racines. La question, c'est qu'aujourd'hui, le monde circule. Le monde bouge. C'est tellement vrai que tout le droit international, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, depuis d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, s'est construit sur une liberté, deux grandes libertés. La liberté d'expression et la liberté d'aller et de venir. La liberté de circulation. C'est fondamental. Et donc, c'est bien parce que vous êtes rétrécis et que vous voyez en effet qu'il faut effectivement bloquer, mettre effectivement des fermetures et des verrous, que vous aurez un certain nombre de problèmes. Vous qui parlez tellement de la France, moi je vais vous parler aussi de la France, et la France, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Croyez-vous effectivement que toutes ces personnes qui viennent d'Afrique et qui sont du Maghreb partagent avec nous un trésor ? Et ce trésor, voyez-vous, si vous aimez la France, eh bien ce trésor, ça s'appelle la langue française. Oui, eh bien voyez-vous que le jour où tous ces pays désapprendront la langue, parce que nous nous serons conduits avec ceux qui les occupent, avec ceux qui l'habitent, de la manière sectaire, méprisante et quelquefois brutale avec laquelle on les maintient, ce jour-là, effectivement, la France n'aura plus la place qu'elle occupe à l'ONU. Ce jour-là, la France ne sera plus celle qu'elle est dans les instances internationales. Aujourd'hui, une des grandes faveurs internationale de la France, c'est sa langue, et ils nous font l'honneur de la partager. Voilà qui est dit. Et je pense notamment que nous pourrions peut-être imaginer, d'être un peu imaginatifs, plutôt effectivement que de nous chicaner, peut-être de voir peut-être ce que les Portugais ont fait avec les Brésiliens, qui ont mis en place, notamment bénéficiant de la communauté linguistique, d'échanges en matière de liberté de circulation entre les deux États, qui a été importante. Moi, je vais aller beaucoup plus loin, je vais vous choquer. Est-ce qu'effectivement, au sein de la francophonie, nous ne pouvons pas imaginer des possibilités de liberté d'aller et de venir pour les personnes dès lors qu'elles partagent la même langue au sein d'un même ensemble qu'est la francophonie? Je vous assure que vous verrez des gens rentrer et que vous les verrez repartir. Pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent rester? C'est parce qu'effectivement, étant restés de manière clandestine pour certains, ils veulent effectivement rester le plus longtemps possible dans des conditions misérables et quelquefois dans des conditions de délinquance, qui posent des problèmes d'ordre public, parce que nous ne les laissons pas repartir. Vous voulez que je vous dise? Non. Le grand problème, c'est de les laisser repartir. Alors, on va écouter Daniel Garrigue. Oui, bon, moi je voudrais répondre aussi sur plusieurs points. D'abord, je voudrais dire à M. Pelletier, moi, le discours sur les racines, c'est un discours partiel. Parce que la grande force de la France et le génie de la République française, c'est précisément de défendre des valeurs de portée universelle. Et ce qui a fait la force de notre pays, c'est que précisément nous avons souvent porté un discours de libération, d'émancipation vers les autres peuples, vers les autres régions du monde. Et c'est vrai que les gens, dans toutes ces régions, ils se tournent vers la France et ils sont attirés souvent vers la France parce que précisément nous portons et nous sommes porteurs de ce discours. Et on ne peut donc pas ramener la République uniquement à une affaire de racines. La République, c'est un message que nous avons porté au monde. Je dirais que notre dimension universelle fait que aussi nous avons traditionnellement une volonté d'accueil, une volonté de recevoir et une volonté de permettre à tous ceux qui viennent chez nous, ou à tous ceux que nous allons rencontrer, d'accéder également à ces valeurs. Donc je pense qu'il ne faut pas que nous remettions en question ce message et ces valeurs qui sont le fondement de la République. Je vous entends dire ensuite, nous voulons traiter un certain nombre de problèmes liés à l'immigration. Mais traiter les problèmes, c'est une chose. Stigmatiser, comme cela s'est fait pour les Roms, instrumentaliser, comme vous êtes en train de le faire sur Schengen, c'est quand même pas tout à fait la même démarche. Il faut traiter effectivement tout un ensemble de problèmes, et tous les problèmes ne sont pas faciles à résoudre. Le problème, j'y reviens, du principe de laïcité et d'avoir le dialogue nécessaire avec l'islam et avec ses représentants dans notre pays, je pense que ça ne va pas se résoudre en 3 jours. Excusez-moi, on est ici, c'est la chaîne KTO, les relations entre l'Église catholique et la République, ça s'est quand même pas résolu en l'espace de 3 jours. Il y a eu quand même un certain nombre de discussions, un certain nombre de questions qu'il a fallu mettre
mettre sur la table. Donc je pense qu'il faut comprendre que ces problèmes-là, ils ne vont pas forcément se résoudre en l'espace de 3 jours, mais il faut les aborder avec sérénité et en profitant de l'immense expérience historique que nous avons de ces problèmes. Et quant à l'Europe, moi, je voudrais dire que la position prise par le président de la République sur les accords de Schengen, c'est quand même une position qui est profondément choquante. Parce que les accords de Schengen, c'est le principe de libre circulation qui était contenu dans le traité de Rome dès 1958. Ça marche parfaitement. Donc il faut réformer. Et nous en profitons tous. Bon, les personnes qui entrent de l'extérieur dans l'espace Schengen, si elles souhaitent se déplacer dans un autre pays, elles n'ont en réalité qu'une possibilité de séjour de 3 mois. Donc il y a des règles à l'intérieur de l'espace Schengen, même pour ceux qui sont entrés à partir d'un autre pays. Et je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de clauses également qui permettent, dans certaines circonstances, de réagir. D'abord, quand il y a des enjeux d'ordre public, on a la possibilité de faire un certain nombre de contrôles. Ça, c'est contenu depuis l'origine dans les accords de Schengen. Et depuis les dispositions qui ont été introduites au mois de juin 2011, et ça, c'était à la demande de la France, lorsqu'il y a un mouvement d'immigration très important et inattendu, là aussi, il y a des possibilités de contrôle. Mais alors, personne ne nie que certains États périphériques ont du mal à gérer leur flux. Oui, mais il y a une agence qui s'appelle Frontex. Et si on s'impliquait un peu plus dans le fonctionnement de cette agence Frontex... c'est exactement l'objet de la réforme proposée. Non, ce que propose M. Sarkozy, ce n'est pas une réforme. Ce dont il menace, c'est de la sortie de Schengen. Attendez, on va écouter François Schengen, on peut être précis. Il dit il faut qu'il y ait un pilotage politique de Frontex qui ne fonctionne pas parce qu'on a dit aux Européens abolissez vos frontières intérieures, on construira une frontière extérieure qui n'est pas surveillée. Et si en 12 mois les Européens ne se mettent pas d'accord, on pourra effectivement... Il y a quelques frontières. François Soulage, il reste 6 minutes à notre débat, donc tenez compte du peu de temps qui nous reste. C'est pas ça le discours qu'on a entendu à Vincennes. Je crois que ce qu'a dit Michel Dubos est important. On a vraiment le sentiment que nous autres Français, nous n'avons pas confiance dans l'avenir de notre pays. Et c'est vrai que, par exemple, ça s'adresse aux catholiques. Moi, je suis très frappé de voir combien de catholiques, plus ou moins très proches de la fréquentation dominicale, n'ont pas compris la valeur universelle de ce à quoi on croit. Et donc, ils ont peur de l'affrontement à d'autres cultures. Je crois qu'il faut qu'on travaille aussi sur cette question. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si peu sûrs de ce à quoi nous croyons ? D'ailleurs, ça s'adresse aussi bien à des milieux laïcs et humanistes. C'est quoi les valeurs ? Est-ce que par hasard, on ne s'est pas laissé manger par d'autres valeurs de la société qui fait qu'on manque de racines et que du coup, nous n'avons pas la capacité à réagir à un choc d'une culture qui n'est pas la même que la nôtre? Mais ce sera en permanence, M. Garrigue avait raison. Notre pays a toujours été un pays ouvert, il le demeurera. La fermeture, je viens d'écrire avec une théologienne, Mme Médévielle, un livre qui s'appelle « Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire ?» Mais parce que depuis 2000 ans, les chrétiens eux-mêmes, le peuple chrétien, depuis même l'Ancien Testament, le peuple chrétien est l'image de peuples qui ont été... qui ont franchi les frontières, qui sont revenus, qui sont repartis. Mais on est à l'image. Notre civilisation judéo-chrétienne est une civilisation de l'ouverture. Et elle perd ses propres racines, je crains, si elle se ferme. Notre culture est d'abord une culture universelle. C'est ça que veut dire catholique. Mais vous l'avez dit vous-même, beaucoup de catholiques se détournent de ces idéaux. Pourquoi ? Mais parce que, je crois, je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit. Il y a aujourd'hui des cas particuliers qui sont aujourd'hui montés en épingle pour montrer qu'il y a des situations intolérables. Oui, il y a des situations intolérables. Dans ma commune et globalement dans la région parisienne, il y a beaucoup de situations intolérables. Ce n'est pas du tout le cas en France. Et puis on peut prendre des moyens. L'exemple du busing de M. Garrigue à Bergerac. Chez nous, en région parisienne, nous n'avons jamais réussi à discuter de cette question. Monsieur Soulage, pourquoi est-ce que la question de la mixité sociale est si mal traitée en France ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de gens qui jouent le jeu de la mixité en question ? Parce que là, vous tournez autour du sujet, c'est ça l'enjeu. Pour que ces ghettos éclatent et que les populations se mélangent et cessent d'avoir peur les unes des autres, il faut qu'elles vivent ensemble ou pas ? Oui, il faut qu'elles vivent ensemble, mais il faut pour ça, pardonnez-moi, mais que les politiques prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire effectivement qu'on accepte
de construire aujourd'hui dans les quartiers systématiquement 30 ou 40% de logements sociaux, parce qu'il y en aura 60% qui ne le seront pas. De ce point de vue, la loi SRU avec 20% est très insuffisante. Elle ne permet pas. Donc il fallait plus loin dans cette obligation. Mais en prenant des mesures sérieuses. La question de l'éducation est absolument fondamentale. On a aujourd'hui des zones d'habitation et on a des zones d'emploi. Et comme par hasard, les zones d'habitation où habitent les gens les plus défavorisés, ils n'ont pas de moyens de transport commodes pour aller dans les zones d'emploi. Il faut reprendre le problème à zéro. De ce point de vue, la rénovation urbaine, elle a fait de l'infrastructure, elle a fait du logement, elle n'a pas traité le problème de l'urbain, là où vivent les gens, et en particulier la situation des personnes les plus en difficulté. Et là-dessus, l'Église catholique, elle a sa responsabilité. Hein. C'est une Église catholique un peu bourgeoise, disons peut-être que la mixité sociale lui ferait un petit peu peur. Je crois même que c'est la réalité. Guillaume Pelletier, comment est-ce que l'Europe peut être le niveau auquel cette question de l'immigration peut être davantage traitée, autrement qu'en disant que Schengen, ça ne fonctionne pas? Est-ce que, par exemple, un permis de séjour longue durée unique pour l'Europe, c'est une question qui vous paraît intéressante à traiter? Est-ce que vous avez d'autres idées autour de ça? Voilà. Est-ce que l'Europe est un lieu... Il ne faut pas de droits supplémentaires en matière d'immigration. On a déjà beaucoup donné, la France et l'Europe, et particulièrement la France, est certainement le pays le plus généreux du monde sur ces questions-là. On peut à l'infini, sur l'aide au logement, sur le RSA, sur plein d'attributions qui permettent quand même aux gens, si on compare notre pays avec ce qui se passe dans le monde entier, prenons un peu de hauteur pour le coup, par rapport au monde entier, on vit quand même dans un pays qui protège les plus démunis, même s'il reste beaucoup à faire et que la pauvreté est toujours insupportable. Non, au niveau européen, je pense que l'enjeu clé, et ce sera un moyen de réconcilier en tout cas ma génération avec le bel idéal européen, qui est un très bel idéal, c'est de s'occuper de choses essentielles. Et la question des flux migratoires, du déracinement, de la mondialisation, sont des questions essentielles. Et je considère, moi, qu'on ne peut pas être heureux dans le monde, on ne peut pas s'ouvrir au monde. Et moi, je suis le premier à 35 ans à faire le tour du monde. Si on n'est pas fier de ses racines et si on ne défend pas les racines de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Je ne veux pas que la France devienne comme les États-Unis ou l'Angleterre, où je pense que les sociétés multiculturelles sont devenues des sociétés multiconflictuelles. Voilà, on y est dans le multiculturel. Ah non, je considère qu'en France, l'assimilation, l'unité de la République, les valeurs sur lesquelles nous sommes fondés, la laïcité par exemple, sont des valeurs sur lesquelles il ne faut pas transiger et ne jamais sombrer justement dans le multiculturel. Mais multiculturel et laïcité, ça doit s'opposer? Non, je pense par exemple que là où il peut y avoir un génie français, et ça c'est très intéressant, c'est la rencontre de l'islam, et peut-être d'un islam de France, avec la laïcité, c'est-à-dire avec la culture française de la laïcité. Et cela doit s'accompagner certainement d'un travail théologique. Les politiques s'intéressent peu à la réflexion théologique à l'intérieur des grandes religions. À mon avis, c'est important. C'est en bonne voie. Et je pense alors, sur ce point, que ce soit les autres religions, les religions chrétiennes, catholiques, protestantes bien sûr, les juifs ont un rôle très important à jouer vis-à-vis des musulmans notamment. Pourquoi ? Parce que dans des manières extrêmement chaotiques, M. Garrigue a 1000 fois raison, nous avons appris les uns et les autres la laïcité. Je crois qu'en effet, l'islam de France devra se confronter à la laïcité, peut-être sans doute aussi par un travail théologique qui sera un travail de l'intérieur, qui permettra de distinguer en effet le spirituel du temporel. C'est juste, les autres religions doivent jouer leur rôle là-dessus, ce qui me permet de dire quand même que les politiques doivent porter un regard sur les religions qui ne soit pas non plus un regard trop extérieur, trop inquiétude, mais qui doit leur dire, vous avez aussi entre vous votre rôle à jouer. C'est pourquoi je crois qu'en matière de laïcité, il peut y avoir un partenariat très fécond entre les partis politiques républicains laïcs et les religions lorsqu'elles sont laïques. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat républicain. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt pour d'autres Mardis des Bernardins. Au revoir.